On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le CD-ROM du magazine iCreate, sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur Clubix, sur electronic.info, sur l'application iPhone, on refait le Mac. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Je ris parce que Monsieur X me fait des petits signes. Cette semaine, nous revenons sur l'événement littéraire de la planète high-tech, à savoir ceci, la bio de Steve Jobs, signée de Walter Isaacson. Dans cette deuxième partie, eh bien, vous aurez tous les détails. C'est dans le sommaire, bien sûr. Cette semaine, On refait le Mac revient de nouveau sur la bibliographie officielle de Steve Jobs parue chez Lattès, un ouvrage tout sauf consensuel. L'auteur Walter Isaacson dressant le portrait d'un patron pas vraiment tendre avec ses collaborateurs. Dans cette seconde partie, nous nous intéresserons tout particulièrement à la personnalité si décriée du cofondateur d'Apple, aussi bien dans son travail au quotidien que dans sa manière de soigner son cancer. Nous porterons un regard sur ce qu'il a dit de ses proches collaborateurs et comment, avant de partir, Steve Jobs semble désigner Jonathan Ive, le designer en chef du constructeur, comme son véritable successeur. On refait le Mac, épisode 78, le testament de Steve Jobs, deuxième partie. Et on retrouve cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Et encore là, évidemment, tu penses, c'est bien, c'est bien enchaîner les enregistrements, moi ça me va, mais tu sais que c'est la merci d'une grosse actu qui tomberait la semaine prochaine, comme par exemple la... écoute... Voilà. On a dit qu'on en parlait pas. On va en parler parce que justement, il y a quelques révélations sur les prochains produits dans cette bio. Autre chroniqueur que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Monsieur X, bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, moi je suis exilé dans la chambre de ma fille aînée, donc j'en profite, j'utilise sa brosse coccinelle pour me refaire une beauté avant l'enregistrement. C'est pour ça que je rigolais lors du lancement, c'est dur de garder son calme parfois et puis il est tard, donc on est un peu fatigué, donc on rit facilement. Et moi je n'ai pas pris de boisson ce soir, croyez-moi. Dernier invité qui lui a abusé de la boisson, c'est Monsieur Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonsoir Rodrigo. Salut, alors je vais vous donner l'heure, il est 23h54. Oui. Alors messieurs, on s'était arrêté la semaine dernière sur la descente aux enfers de Jobs, son licenciement d'Apple. On va aborder maintenant son retour, comment il a fomenté son retour, parce qu'en fait ça s'est pas fait pas aussi naturellement que ça. Et une chose que j'ai appris, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est que d'abord, bien sûr, ça on le savait, que c'était un pote, un très grand ami de Larry Ellison, le richissime fondateur d'Oracle, l'éditeur de logiciels professionnels pour les entreprises, et que, point commun qu'ils ont ensemble, c'est un amour fou pour une petite île au centre du Pacifique qui s'appelle Hawaï, et ils s'y rendaient souvent ensemble en jet privé, c'est dur à la vie, et un jour, carrément, je ne sais pas si vous avez lu ce passage dans ce remarquable ouvrage, Larry Ellison lui propose carrément de faire une OPA sur Apple et de mettre son pote à la tête, en disant écoute, c'est n'importe quoi Apple, c'est vrai qu'à l'époque ça n'allait pas très fort, et c'est toi qui vas diriger, je vais t'offrir la boîte sur un plateau. Et Steve Jobs a refusé. Il voulait que les dirigeants d'Apple l'appellent à la rescousse. Il voulait qu'on décroche son téléphone et qu'on vienne le chercher et non pas venir à la hussarde. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce passage ? C'est une vraie question de personnalité. C'est pareil que quand, à un moment, Obama le fait inviter pour un événement, je ne sais plus lequel exactement, et il dit... dans la Silicon Valley, c'est ça, voilà. En tournée. C'était juste après l'annonce de son congé maladie. C'est ça. Et la réponse de Jobs, c'est non, moi j'y vais pas. Il m'a pas appelé personnellement. Oui, ça, moi tout seul. C'est ça. Non, mais pas moi tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas Obama qui l'a appelé, c'est quelqu'un de son cabinet, tu vois, qui l'a fait appeler en disant voilà, on aimerait que. Ah non, si Obama ne m'appelle pas personnellement, moi j'y vais pas. Et je crois que cette histoire d'Hawaï, elle est vraie, et qu'il avait pris ses 16 là-bas, parce qu'il me semble bien me souvenir que
Pascal Cagny, qui est encore l'actuel vice-président Europe d'Apple, donc en Europe. Président d'Apple Europe. Oui, excuse-moi, c'est son titre complet. Nous a raconté un jour que son entretien d'embauche. Si tu nous regardes. Que son entretien d'embauche final avec Steve, il l'avait fait où ? À Hawaï. Et Steve lui a fait prendre un avion pour lui dire écoute, on va se rencontrer. Parlons-nous. Donc Hawaï, c'était vraiment, on va dire, sa base arrière. Rodrigo, Larry Ellison, la personnalité, cette volonté comme ça de lui offrir à Apple sur un plateau, c'est quand même assez étonnant, mais ça ressemble vraiment au personnage flamboyant qu'est Larry Ellison. C'est un personnage étonnant. Je disais juste à l'instant, Hawaï, du conseil d'administration à l'époque d'Apple. Il y a un certain, effectivement, Michael Dell, qui va très souvent, le Four Seasons Hawaï lui appartient. Jonathan Ive qui est souvent aussi. Il y a un certain Marc Benioff de Salesforce aussi, qui habite quasiment à temps plein. Oh, c'est comme les Français et la Corse, quoi, voilà. Voilà. C'est vrai, non, c'est très très juste. Larry Ellison, j'ai envie de vous conseiller un livre à lire qui s'appelle Barbarians, donc les barbares à la porte, Barbarians at the Gate, qui raconte les OPA des années 80 de KKR, Kravis Kohlberg, sur toute l'industrie américaine, avec de la dette. Et c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque les Gordon Gekko, comme dans Wall Street. C'est des types, mais carnassiers, qui fondaient sur des proies, qui brûlaient tout sur leur passage, et qui vraiment avaient des techniques de management et des techniques entrepreneuriales étonnantes, extrêmement agressives. Larry Ellison est un type comme ça. Il a la même sympathie avec ses salariés, probablement, qu'un Steve Jobs. Aussi comment dire, c'est une personne qui est aussi charismatique, aussi très charismatique. C'est ce que disait Monsieur X la semaine dernière, c'est vraiment l'antithèse du bonhomme zen, Larry Ellison. C'est le mec qui débarque au Napalm, mais tout est pour moi. et qui dépense sans compter pour ça. Et s'il y a des dégâts collatéraux, tant pis pour eux, quoi. Ouais, c'est un peu le Jobs et Ellison, ils sont très comparables en fait. Alors Ellison a ce côté très, comme diraient les Américains, type A, quoi. Vraiment, tu vois, alpha male, quoi. Vraiment l'espèce, le grand chasseur, quoi. Que Jobs a peut-être un petit peu. Injection de testostérone tous les matins, tu vois. Exactement. C'est ça, voilà. C'est les couilles sur la table, quoi. Et Jobs est plus Rambo. Et plus un petit côté héros romantique à côté. Mais en même temps, c'est deux personnalités comparables et très compatibles parce que Ellison est l'un des rares vrais amis de Jobs. Donc, habile transition, Cédric. Effectivement, par la suite, ils sont à nouveau rencontrés sur une plage d'Hawaï, et ce qu'il avait dessiné ce soir-là en disant non, je veux pas de l'OPA, je veux qu'il m'appelle, est arrivé. Il lui annonce qu'effectivement, que Gemelli l'a contacté pour acheter Next et qu'il lui dit tu vas voir, je vais reprendre la direction de la compagnie, car Gemelli était nul. En gros, Steve Jobs, il avait deux qualificatifs, soit c'était super, soit c'était nul, il n'y avait pas de juste milieu, que ce soit pour les produits ou les gens, ce qui est parfois difficile, j'imagine, de travailler avec lui. Et donc, il revient, donc, on passe vite au sein d'Apple à ce moment-là. Il place ses hommes, beaucoup de gens de chez Next. On a eu l'occasion notamment de recevoir dans cette émission l'un d'entre eux qui était Jean-Marie Hulot, l'un des papas de l'iPhone et de macOS 10. Et parmi les hommes clés qui va vite se constituer sa garde rapprochée, il y a bien entendu Tim Cook, qui est aujourd'hui le patron d'Apple, et Jonathan Ive. Et notamment, j'ai noté un passage... Qui était déjà là chez Apple. Ouais, ça, que je savais qui était arrivé avant, qui était un designer un peu plus junior, enfin qui n'était pas encore le patron. Il était là en 92 ou 93 chez Apple, et Steve revient en 97. Ouais. Et c'est lui qui a participé aux marques du 20e anniversaire, notamment, qui avait décidé l'e-Met, le Newton, en forme de cartable numérique, et qui avait cette couleur transparente qui a été ensuite utilisée dans l'iMac. Alors voilà ce qu'il dit sur Jonathan Ive. Moi, j'ai jamais entendu Steve Jobs parler de manière aussi élogieuse d'un personnage. Donc voilà ce que dit l'auteur. Le respect de Jobs pour Ive était évident. Voici en quelques termes comment il me parla du designer. Ce que Johnny a apporté non seulement à Apple mais au monde entier est gigantesque. C'est une personne brillante dans tous les domaines. Il comprend la finance, le marketing. Il saisit tout en un clin d'œil. Il connaît mieux que quiconque l'âme d'Apple. Disons. Si la société avait besoin d'un guide spirituel, ce serait Johnny. Le plus souvent, on conçoit essentiellement les produits, après on les présente aux autres et on leur demande « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» D'accord ? Johnny sait apprendre de la hauteur, comment scruter le détail, et il sait qu'Apple est avant tout un fabricant, ce n'est pas un cabinet de design. C'est pourquoi il traite directement avec moi, il a
il a plus de pouvoir décisionnel que tous les autres cadres de l'entreprise. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire ou pas. Je voulais qu'il ait cette liberté. Hein, donc il comprend la finance, il comprend le marketing, Monsieur X. Là, c'est son testament, Steve. Le successeur, c'est Jonathan Ive, c'est pas Tim Cook. Je crois qu'il n'avait pas la crédibilité nécessaire auprès du board et des investisseurs. Quoi. Et puis, c'est pas son métier. Hein. Attends, c'est pas son métier, mais il dit il a le savoir-faire marketing, le savoir-faire financier, il comprend tout. C'est pas qu'un designer. Un peu comme un Steve Jobs à ses débuts, qui, au moment de retour d'Apple, n'avait pas forcément la crédibilité pour reprendre la direction de l'entreprise. On est bien d'accord. Ouais, mais faut pas oublier que Tim Cook, dans 10 ans ou moins, il va prendre sa retraite. Et que peut-être qu'à ce moment-là, Jonathan Ive... c'est un personnage de transition. Ah non. Quand t'es là depuis... mais non. On assume. Mais non, mais il aura été 25 ans. Ouais, c'est ça. Il aura été 25 ans chez Apple. C'est pas une transition pour Tim Cook. Ouais, et il serait plus de 10 ans à la tête d'Apple. C'est pas... Non, c'est pas... il est pas là pour passer les plats. Et il a en plus des compétences absolument indiscutables. Mais il y a des vrais problèmes de management en même temps en ce moment chez Apple. On l'a lu, tous ces gens, le patron du manufacturing, et puis je crois d'ailleurs aussi Johnny Ive et d'autres qui par exemple ne veulent plus avoir face à eux Scott Forstall, le patron du software, si Tim Cook est pas là pour arbitrer les débats. Enfin c'est quand même tendu, hein, l'équipe de direction d'Apple en ce moment. Une succession c'est jamais très facile. Là c'est pas simple non plus. C'est normal que Jobs ait tout fait pour que la transition se passe bien et qu'en plus tu vois qu'il ait adoubé publiquement Cook, ça en lui donnant le poste de CEO c'est évident, mais évidemment aussi en mettant Ive dans une position un peu particulière et en tout cas très protégée, en disant voilà, l'héritage aussi de l'esprit de la marque au-delà du business de la marque, c'est Johnny Ive. Il l'a dit. Le gourou d'Apple, le guide spirituel, c'est Jonathan Ive. Isaacson le dit, hein. Isaacson lui conclut, il dit pour Steve Jobs, tous les gens étaient remplaçables, sauf Johnny Ive. Ouais, c'est dommage. C'est comme on dit dans ma banlieue, ça poutre. Ah. Oui, ça peut. D'autant plus que la difficulté, quand on travaille avec une personne aussi qui prend autant de place qu'un Steve Jobs, qui s'accapare toutes les avancées de la compagnie, c'est de pouvoir s'épanouir. Et quand on est un artiste, parce que c'est avant tout un artiste, un designer, Jonathan Ive, c'est pas évident de pas s'attribuer certaines paternités. Et voilà ce qu'il a déclaré justement à l'auteur de la bibliographie. Avec Steve, c'est toujours le même manège. Voilà, j'ai retrouvé. Quand je lui présente quelque chose, il dit c'est nul, puis ce n'est pas si mal. Et enfin, oui. Ça j'aime, ça me rappelle un personnage comique français dans La Grande Vadrouille, si vous voyez ce que je veux dire. Et plus tard en public, il fait comme si l'idée venait de lui. J'accorde un soin maniaque à noter toutes mes inventions, alors je sais bien que c'est moi l'auteur. Donc ça, c'est Ive qui parle. Et Ive était aussi agacé que les journalistes présentent Jobs comme le seul monsieur idée d'Apple. Et là, il lance une phrase assassine envers son mentor, hein, Jonathan Ive. Il dit « Cela fragilise la société ». Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait autant de questions sur l'avenir d'Apple, parce qu'on a l'impression que Steve Jobs était le monsieur plus d'Apple et qui prenait toutes les décisions. Oui, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière sur ma cassette quand on parle d'Android. C'est-à-dire que Apple fait au moins en partie des assemblages de technologies existantes. Quand Steve Jobs monte sur scène et dit « Nos ingénieurs ont inventé le Retina Display », enfin, on rigole quoi. Mais non, mais ça veut dire que même pour les choses qui sont à l'intérieur de la société, c'est vrai. Étant donné que c'était Jobs qui faisait la vitrine, bah oui évidemment. Donc tout se ramenait à lui. Moi, j'étais assez curieux de ne pas voir Ive au lancement de l'iPhone 4S, au dernier lancement, parce que pour moi, la prochaine vitrine de la culture d'Apple, c'est Ive, c'est personne d'autre. Ça peut pas être Forstall, ça peut pas être Tim Cook, ça c'est autre chose. Ça peut pas être Bob Mansfield, machin. Enfin, voilà, c'est donc moi je pense que Johnny Ive va être amené peut-être à son corps défendant, parce que peut-être qu'il aime pas ça, à faire plus de scènes, voilà, à représenter plus l'esprit et l'héritage de la marque. Vous allez vite en besogne. Le gardien du temple. En attendant de devenir calife à la place du calife, peut-être dans 10 ans, 12 ans, j'en sais rien. Non, moi je crois que votre analyse est assez juste. Et puis j'espère que Jonathan Ive va rester chez Apple. Il y a quand même eu, il y a 6 mois... Il y a vraiment danger s'il s'en allait. Ouais, il y a 6 mois de temps, je crois, des articles sur Internet qui laissaient entendre que Jonathan Ive avait envie de revenir en Angleterre, pas forcément de partir d'Apple, mais de revenir en Angleterre. Donc j'espère que c'est pas... Il avait surtout envie d'aller en Hawaï, rassurez-vous. C'est pas montre d'une dissension. Après ce que nous a dit un ami commun.
Ça, c'est vraiment une chose à regarder. Après, ce qui est étonnant, c'est que, on débat de Tim Cook, qui a, on va dire, cette légitimité de directeur opérationnel pour devenir patron, et qui est un organisateur et un commerçant hors pair, et puis qui comprenait intimement l'intégralité de l'entreprise. On parle beaucoup de Jonathan Ive, on sait pourquoi, mais on ne parle pas des gens qui, légitimement aussi, pourraient postuler à ce job, de prendre la tête d'Apple, qui est une entreprise de produits, qui sont responsables normalement des produits. C'est les gens du marketing, mais notamment de Phil Schiller. Lui, il a complètement disparu des radars. C'est pas ton pote, hein, Phil Schiller, hein. Ouais, non, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec lui. Les quelques fois que je l'ai rencontré, il m'a surtout engueulé, donc j'en ai pas un bon souvenir. Mais ces gens-là sont quand même au cœur du produit, et on a vraiment l'impression qu'ils sont un peu relayés par Steve. Il y a un truc vachement intéressant, Olivier, dans au rang d'exécutant. Oui, Rodrigo. C'est que quand Steve dit Apple n'est pas une boîte de design, Apple est un fabricant. Ça me rappelle quand nous avions dîné après notre émission avec Jean-Louis Fréchin de design. Parce qu'après on dîne avec nos invités. Et qui nous disait la même chose. Apple et Johnny Ive comprennent qu'ils doivent fabriquer tous ces trucs qui sont beaux, et donc ils ont une mini-usine sur le campus dans laquelle ils testent tous les produits. Voir s'ils sauront le fabriquer au bon coût. Et en disant la bio, peut-être au début, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que ça, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement beau, il faut que ce soit innovant, il y a une attention d'état extraordinaire. Et on trouvera sur YouTube, peut-être pour en mettre un extrait, mais on entend Johnny Ive parler de la fabrication de l'Unibody, et il montre les différentes étapes de la fabrication d'Unibody. Et par exemple, il te montre l'écran d'un iMac, les nouveaux, en te disant que quand on enlève l'aluminium central sous la dalle, ça permet de faire 2 claviers. Tout est optimisé, tout est pensé, réfléchi. Et ils te disent comment est-ce qu'ils travaillent pour inventer des nouveaux procédés industriels qui n'existaient pas, des matériaux. Même dans les vieilles vidéos de Johnny Ive, il te raconte comment est-ce qu'il faisait l'ancien iMac translucide en bleu, en te disant on a testé différentes résines, différents plastiques pour voir les différentes couleurs, et des couleurs qui marchaient mieux avec différents plastiques, ça rendait mieux, etc. etc. C'est un vrai travail de design industriel. Et j'ai toujours l'impression qu'on parle toujours du design esthétique, et c'est pas ça Johnny Ive. Johnny Ive, c'est le design industriel, c'est-à-dire que comment on fabrique un truc à coût maîtrisé. Sachant que, Jean-Louis Fréchin nous l'avait dit lors de l'émission, d'ordinaire, dans une entreprise classique, le design, c'est la dernière chose qu'on aborde. Voilà, débrouillez-vous pour rendre attractif ce produit mis au point par des ingénieurs. Là, la conception démarre dès le départ autour des designers qui vont bien au-delà de leur fonction de designer, puisqu'ils conçoivent des produits, et aussi bien l'électronique. Ils designent aussi l'électronique, pas seulement la carrosserie et l'esthétique. Et ça avait frappé notamment, dont j'ai oublié son nom là, et on peut le lire dans cette biographie, l'un des pères, c'est Tony Fadell, je crois, de mémoire, de l'iPod, qui disait qu'il lui débarquait de chez Philips, et chez Philips, il y avait des réunions à en plus finir pour prendre une décision, et là tout se décidait en petit comité très rapidement, et Steve Jobs l'a très bien illustré dans les propos qu'il a tenus sur Jonathan Ive. Il rendait des comptes directement à Steve Jobs, ce qui posait certainement des tensions par rapport aux autres vice-présidents. On va en parler dans quelques instants, notamment le chouchou de M. X, à savoir M. Rubinstein, notamment, John de son prénom, qui est parti par la suite chez Palm et HP. Mais revenons à l'instant sur Tim Cook. Alors, bien sûr, il parle de Tim Cook, il n'en parle pas beaucoup dans ce livre, alors qu'il insiste beaucoup sur la nécessité de transmettre et que la transmission se passe sereinement et qu'on assure l'avenir de la société. Alors voilà ce qu'il dit sur Tim Cook. Jobs, je cite Steve Jobs dans cette bio. Tim venait du secteur de l'approvisionnement, exactement ce qu'il nous fallait. J'ai vite compris qu'on avait la même vision des choses. J'avais visité un grand nombre d'usines à flux tendu au Japon et j'avais repris ce type de gestion pour Next et puis pour le Mac. Tim et moi avions les mêmes objectifs. On a donc commencé à travailler ensemble et rapidement, je lui ai fait entièrement confiance. Il prenait des décisions au plus haut niveau, ce qui me déchargeait de tout un tas de problèmes. En clair, c'était un gestionnaire. Et d'ailleurs, je retrouve l'autre citation. Elle devrait être quelque part par là. Excusez-moi. Voilà, 8 bis, elle est là. Et là, la citation, elle est plutôt terrible concernant Tim Cook. Au départ, il est gentil. Je suis un bon négociateur, mais Tim est probablement meilleur que moi. Sympa. Commenta Jobs. Donc, après quelques compliments supplémentaires, il émet une réserve. Et là, elle est vraiment terrible pour Tim Cook, mais rarement énoncée dans la presse.
Et Steve dit « Mais Tim n'est pas un créateur de produits en soi. » Mais oui, bien sûr. Dur. Mais non, c'est pas dur. Mais non, c'est pas dur. C'est vrai. Dur. Non, mais c'est juste vrai. Tim Cook ne se prend même pas pour un créateur de produits. Tim Cook, il a organisé le manufacturing et le reste, mais il est pas venu là pour inventer des produits. Il a une autre fonction. On l'a dit depuis le début. La seule moyen de remplacer Steve Jobs, c'est de mettre un éventail de personnes avec des compétences différentes. Moi, je trouve pas ça. C'est pas insultant pour Cook de lui dire qu'il est pas homme de produit. Donc, écoutez ce qu'il dit sur Jonathan Ive. On a l'impression que c'est lui qui, en clair, qui va décider la roadmap des futurs produits qui vont arriver. C'est lui qui va être le visionnaire. Non, parce qu'il va pas décider seul, et il décidait déjà pas seul. Ive, il inventait des trucs. Il rendait des comptes qu'à Jobs. Hein. Voilà, c'est là que ça va devenir un tout petit peu compliqué. D'ailleurs, je ne retrouve pas la partie sur le bouquin, mais de mémoire, je vais vous la citer. D'ailleurs, ça posait des problèmes. Cette proximité entre Jonathan Ive et Steve Jobs posait des problèmes au sein d'Apple, notamment les autres personnages clés d'Apple, dont John Rubinstein, que M. X a bien connu, et moi-même, car il parlait, lui. Il n'était pas... Le culte du secret, il le cultivait un peu différemment. Et notamment, normalement, dans l'organigramme, Jonathan Ive devait répondre à John Rubinstein. Et John Rubinstein, il avait un peu le sale boulot. C'est lui qui faisait les comptes et qui disait, voilà, ça c'est techniquement, ça coûte trop cher. Non, Jonathan, sois raisonnable, on va mettre plutôt un, je dis une bêtise, un tiroir plutôt qu'un manche-disque, voilà, typiquement. Et souvent, il s'opposait violemment à Jonathan Ive. Et qu'est-ce que faisait Jonathan Ive? Il le court-circuitait systématiquement et à l'avoir notre ami Steve Jobs, qui lui prenait souvent la défense de Jonathan Ive. Et selon le biographe, c'est au bout de quelques années comme ça voire une dizaine d'années comme ça de gestion au quotidien d'Apple et chaque fois devoir s'incliner devant Jonathan Ive, il n'en pouvait plus. Et le garçon a fini par partir. Tu es assez d'accord avec cette analyse, Monsieur X? Oui. Mais je pense, peut-être pas dans la création, mais dans la réalisation des produits, que Rubinstein avait autant d'importance. Il faut aller voir, on la trouve facilement sur Internet, une interview de John Rubinstein qu'il a fait... il était déjà chez Palm sur comment il a contribué à la conception de l'iPod et à l'engineering de l'iPod, et de la même manière comment il a contribué et participé au design du premier iMac blanc, qui était cet iMac hémisphérique avec un cou et un écran suspendu, qui d'un point de vue, on va dire, de l'ingénierie matérielle, est une hérésie totale. Il fallait mettre un ordinateur dans une demi-orange. On n'arrive même pas à le faire tenir debout. C'est le principe du culbuto, mais un culbuto qui serait mal équilibré. Et Rubinstein raconte ces tensions qu'il y a eu et le fait qu'ils aient réussi à faire le produit. Ils en étaient très très fiers, mais que ce produit, de manière inhérente, avait des défauts, et que ça ralentissait la marche d'Apple. Alors, in fine, quand on regarde maintenant en 2011, on se dit, bon, peu importe les états d'âme de Rubinstein, Apple est devenue la première société au monde. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait ce débat interne, voilà, avec des gens comme Rubinstein qui n'étaient pas toujours d'accord. Le seul peut-être risque qu'ils ont sur les dernières années, c'est qu'il y avait plus de débat interne, puisque les gens qui s'opposaient avec Ive, sans doute, sont tous partis. Et moi, je pense que, voilà, dans une bonne organisation, il doit y avoir des points de vue différents que représentait Rubinstein et qui maintenant est absent de cette boîte. C'est un petit peu tout le monde dans le même sens. Voilà. Qui est parti chez Palm et ensuite chez HP et qui a lancé voilà. Voilà. On a beau faire une belle Ford Mustang, il y a autant d'intelligence, de gloire et d'utilité à faire ce qu'il y a sous le moteur, à savoir le capot. Et c'est quand même pas Jonathan Ive qui fait la conception des cartes mères et qui fait la conception mécanique d'ensemble. Il faut arrêter de croire qu'il est omniscient. En tous les cas, moi je ne le crois pas. Tout au long de cet ouvrage, on a vu plusieurs aspects, plusieurs facettes de la personnalité de Steve Jobs, beaucoup de ses défauts, ses obsessions pour la nourriture, ses obsessions pour la spiritualité, il était bouddhiste zen, on en a parlé la semaine dernière. L'autre obsession, sa compulsion, ses compulsions, à chercher le mot, merci Cédric, c'était son souci du détail.
C'est une vraie pathologie chez lui. Et d'ailleurs, Rubinstein en a été le témoin lors du lancement du premier iMac, celui qui a accompagné le renouveau d'Apple, hein, celui qui était tout Bondi Blue. Hein. Et lors de la présentation du produit final, il s'approche du produit final alors que tout était prêt pour le lancement, qu'ils allaient faire la keynote, etc. Et il s'approche et voilà ce qu'il dit quand il voit l'iMac. Il appuie là-dessus et il voit un plateau d'insertion du CD. Vous savez, à l'époque, il y avait un tiroir. Et là, Steve s'énerve et dit « Bordel, c'est quoi ce truc ?» Et il rentre dans une colère épouvantable. Aucun de nous a pipé mot, rappela Phil Schiller, parce qu'il savait ce que c'était. Hein, c'est un lecteur de CD-ROM avec un tiroir, un simple plateau d'insertion de CD. Jobs était fou de rage. L'ordinateur était censé être équipé d'une fente, comme celle des autoradios des voitures haut de gamme. Il était si furieux qu'il demanda à Schiller d'aller chercher Rubinstein. Et Rubinstein de répondre « Steve, c'est le lecteur que je t'ai montré quand nous avons discuté des composants. » Non, répond Jobs, il n'y avait jamais eu de plateau, juste une fente. Et Steve Jobs de répondre « J'ai failli en pleurer parce que c'était trop tard pour modifier le système. » C'est énorme. Il a même menacé de ne pas lancer le produit. Quoi. C'est énorme. Mais c'est énorme. Bah oui, mais enfin bon, quand tu es toujours décisionnaire de tout, forcément, quand un truc t'échappe, ça vexe. Alors, autre souci des détails qui reflète bien, et là je cite son épouse, c'est l'organisation de ces keynotes. On parlait la semaine dernière de l'organisation de la cérémonie de célébration, mais les grandes messes qu'il organisait, c'était un gros travail. Et son épouse, dans l'ouvrage, raconte que la veille d'une présentation, ils veillaient ensemble, hein, son mari et lui-même, toute la nuit à ses côtés pendant qu'il revoyait soigneusement chaque illustration. Au final, il montrait à sa femme 3 versions de chaque keynote, de chaque diapo, et il demandait de choisir la meilleure. Il était très fébrile, il relisait son allocution, modifiait 1 ou 2 mots, puis la relisait de nouveau. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui travaillait vraiment comme de leur favori, Cédric. Bah ça, on le sait que ceux qui étaient appelés à monter sur scène, c'est-à-dire ceux qui étaient venus pitcher en fait des démos d'une appli, d'un machin, d'une fonction, etc., et qui étaient sélectionnés, ils passaient dans un process terrible, enfin terrible non, parce que c'est un chouette job, hein, de plusieurs semaines de répétition, de machin, et resoumettre, et repitcher, et refaire la démo, et rechanger. Moi, j'ai le souvenir un jour, il y a très longtemps, et je donnerai jamais la date hein, pour pas gêner les gens qui ont fait la bêtise. On m'a prêté une machine de chez Apple, je t'en dirai pas plus, et dedans il y avait le guide de la démo. Bah, j'espère que tu as fait la copie, ça. Il y avait le guide de comment faire la démo de ce produit. Et comment faire Steve Jobs. Exact, c'était un peu ça. C'était comment faire la démo. Et ben c'est très bien. Alors vous commencez par là. Il faut pas oublier de montrer cette feature-là et cette feature-là parce que ça c'est très important. Et après il faut lancer. Dire en anglais, jamais en français. Et après il faut telle application et vous allez lancer ça. Et là-dedans vous allez pouvoir montrer telle et telle fonction qui vont mettre en valeur telle et telle fonction de la machine et tout. Et bah ouais, mais c'est bien. C'est bien alors évidemment c'est un peu comme tu vas quand tu vas à Disneyland et qu'on te dit pour prendre la meilleure photo mettez-vous ici, bon, mais c'est pas d'une grande créativité. On va demander à Monsieur X. Ce qui est toujours un peu particulier, c'est que si ces démonstrations sont faites parce que ce sont les mêmes scénarios par exemple des journalistes qui veulent se faire une opinion sur le produit, il n'y a pas de place à la discussion, à l'échange et au point de vue. C'est pas un dialogue. Il n'y a pas de dialogue, mais c'est vrai que le souci des détails était poussé à l'extrême. Sans parler du commissaire politique. Ouais, et moi, à mon petit niveau, si je reprends l'exemple d'Apple Expo, les gens qui montaient sur scène pour toutes les demi-heures faire une démonstration des produits d'Apple étaient évidemment triés sur le volet et pour leurs compétences et leur capacité à parler en public et à faire le job, mais le guide de présentation qu'ils recevaient pour faire une démo du produit était extrêmement précis jusqu'au mouvement sur la scène. Vous retrouvez ça un petit peu si vous allez dans les Apple Store, dans les présentations qu'il y a, c'est la même mécanique. Et puis si on n'avait pas assez de personnes qui avaient cette capacité à aller sur scène et à animer une conférence devant 200 ou 300 visiteurs, ce qui est quand même une compétence très particulière, eh bien on embauchait des acteurs de théâtre pour Apple Expo, parce que ces gens-là avaient cette capacité à avoir une vraie prestance sur scène et à passer cette émotion dans les démonstrations produits, même s'ils ne connaissaient pas au fond les produits par cœur et comment ils fonctionnaient. Mais la priorité était donnée à l'émotion et au travers d'un script très très détaillé à passer les choses
essentiel. Voilà, après, c'était vraiment dans des détails qu'on n'imagine même pas. Pour finir, la hauteur de la moquette à Apple Expo était réglementée. Ouais, mais vous avez fait, vous tous comme moi, des dizaines de salons professionnels, la téléphonie mobile, au CES, etc. Et vous voyez quand un stand est mal préparé ou quand un pitch est mal fait, par rapport à un stand où c'est extrêmement bien préparé, où c'est rodé, où c'est bien fait. Donc c'est le b.a.-ba de la vente, de préparer ça. Il y a des équipes marketing headquarters qui font ça chez plein de boîtes et qui le font très bien. Voilà, mais moi ce que j'estime quand même, c'est que ce souci du détail qu'avait Steve, aujourd'hui, est un petit peu à contre-courant. Pathologique. De la communication, de la découverte des technos et des produits qu'il y a en 2011 sur Internet, où les gens veulent aussi se faire une opinion et puis boire uniquement la soupe à la paille. Et tu penses que les difficultés, toi qui étais au sein d'Apple, les difficultés que nous avons vécues, nous, journalistes, pour travailler avec Apple, tu penses que les choses vont s'assouplir de ce côté-là avec la disparition de Steve Jobs? Ou que Tim Cook, et lui, qui est quand même plutôt froid... Non, je vous rassure, Katie Cotton est toujours vivante. Y a pas... Ouais. Non, mais on ne change pas une recette qui marche, une équipe qui gagne, pour l'instant, en tous les cas. Quoi. Ouais. Peut-être que dans quelques années, les choses seront remises en question. S'il y avait plus ce côté du détail, mais je vous fais une analogie toute bête. Si vous allez dans un restaurant et que c'est très bon dans l'assiette, mais que le verre est craqué, ou que votre assiette est sale, ou que votre serveur vous sert de la main gauche, ou vous voyez, où il a une tache sur son pantalon, ou une fissure sur le mur, l'expérience n'est pas bonne. Et c'est exactement ce que vendait Steve, une expérience complète qui était qui est toujours d'ailleurs, toujours superbe. Revenons à Steve Jobs, messieurs, un pari qui a réussi, qui est aujourd'hui l'un des instruments de la réussite phénoménale d'Apple aujourd'hui, c'est qu'il a réussi, et le mot est faible, à imposer l'idée des Apple Store, les magasins d'Apple. Et le moins qu'on puisse dire, M. X, à l'époque, c'est que son conseil d'administration n'était pas forcément très chaud. Je cite Art Levinson, qui était l'un des membres du conseil d'administration et le PDG des Genetech. Je me grattais la tête en me disant que c'était de la folie, se souvient à l'époque le membre du conseil d'administration. Il a fallu imposer cette idée au conseil d'administration parce que le modèle, c'était la vente directe sur Internet à l'époque. Et il voulait construire des magasins, c'est une folie. La vente directe par téléphone, à l'époque. Oui. Pas par Internet. Oui, par téléphone. Oui, non, c'était une folie, mais ça illustre une fois de plus complètement sa personnalité. La discussion qu'on avait juste précédemment sur le détail, il estimait que contrôler un espace de vente qui devenait un espace d'exposition était le seul moyen pour lui de s'assurer qu'un prospect, un client, aura une expérience complète des produits Apple, et donc on achèterait un, puisque au bout de la démonstration, il y a forcément l'achat, puisqu'on est forcément convaincu. Et à partir du moment où on achète un produit Apple, on en achètera un deuxième, on n'en ressortira plus. Et c'était pour lui un outil de communication et de démonstration des réalisations d'Apple uniques. Donc ça a été pensé comme ça. Moteur de croissance des ventes de Mac dans le monde. Rodrigo, un des paris qu'a réalisé aussi Steve Jobs, et le biographe a beaucoup insisté sur ce point-là, et Monsieur X, tu as accompagné ce tournant stratégique, puisque tu étais au sein d'Apple à cette période-là, c'est que c'est au moment où la bulle Internet explose, éclate littéralement, Steve Jobs impose une augmentation du budget recherche et développement, car il se dit que c'est le meilleur moment pour investir et d'être prêt au moment où il y aura une reprise économique. C'était vraiment le cas à l'époque, tout le monde a baissé la voilure, et Apple, lui, a mis le cap. Et ça explique la formidable décade, je paraphrase le biographe, de lancement de produits qui a suivi, par notamment l'iPod, l'iTunes Store, l'iPhone bien sûr, le renouveau autour du Mac et l'iPad aujourd'hui. Dans les écoles de commerce, on vous apprend, pour les investisseurs, buy low, sell high. Donc on achète ou on investit au plus bas et on revend au plus haut. Et tous nos amis que l'on voit dans la presse magazine, habituellement, dès qu'il y a un petit coup de vent, oh vite, on vend tout, on a peur. Il faut vous remettre dans le contexte, il y a 10 ans... C'est d'actualité, hein. Mais c'est vraiment étonnant, alors que c'est quand même la formation théorique de base, et tout le monde fait l'inverse. Il y a 10 ans, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, et il y a des centaines de boîtes qui ont fait faillite. Alors, à l'époque, il y avait plein de gens, il y a 10 ans, il y avait encore des modems. Je vous fais le coup à chaque fois, je vous fais la porteuse du modem. Togodou. Voilà. Ding, 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 ding. Il fait bien. Ding, ding, ding. Et il y avait plein de gens qui avaient déployé de la fibre noire. Donc, c'est de la fibre pour faire des réseaux qui n'étaient pas encore allumés. Et toutes ces boîtes-là ont fait faillite. Et des types un peu plus visionnaires que d'autres, donc là on parlait d'Apple, mais des types visionnaires comme un certain Sergey et un certain Larry,
ont acheté de la fibre, ont acheté des data centers au moment où c'était le plus bas. Et c'est devenu Google. Et ce qui fait l'un des avantages compétitifs de Google dans le monde, c'est qu'ils ont cette infrastructure en propre et ces data centers en propre. En France, Xavier Niel a fait exactement la même chose avec Free et ses data centers. Il a racheté de la fibre partout parce que c'était pas cher. Donc c'était le moment d'investir et il l'a fait forcément au bon moment et c'est extrêmement smart. Mais ce n'est faisable que si tu as du cash. Autre révélation de ce bouquin et qui éclaire un peu une incompréhension récurrente qu'on avait dans ce podcast, notamment ces 2 dernières années lorsque Steve Jobs s'est pris avec véhémence au responsable d'Adobe et notamment à Flash. On comprend pourquoi les raisons de cette haine et l'origine de cette haine. On apprend dans le bouquin qu'à la fin des années 90, Steve Jobs avait été voir les gens d'Adobe pour leur demander, parce qu'il avait en tête la stratégie du hub numérique, de faire du Mac le centre de la vie numérique. Donc on branchait tous ces périphériques, l'iPod n'était pas encore là, mais notamment la caméra, donc il fallait un logiciel de montage vidéo. Donc il a demandé à l'époque à Adobe de porter son logiciel à première sur Mac. Il a reçu une manière un camouflée de la part des responsables d'Adobe qui lui ont dit non, le Mac c'est pas stratégique, on préfère faire pour PC. Sympa, ça a dû lui faire plaisir, vous imaginez. Adobe a aggravé la situation en refusant de traduire ces autres programmes en vogue, notamment Photoshop sur macOS 10. Et là, l'ami Steve, il est devenu fou furieux en disant j'ai mis Adobe sur les rails, c'est moi qui leur ai permis d'être là aujourd'hui, parce que sans le Macintosh, c'est sûr que Photoshop ne serait pas vraiment forcément développé comme il s'était fait à l'époque. Et il était fou furieux, et ce qui expliqua sa volonté de revanche envers les gens d'Adobe des années plus tard, et comment il alluma les responsables d'Adobe des années plus tard, et notamment Flash, en disant que non seulement les responsables d'Adobe étaient nuls, mais que le programme l'était lui aussi, ce qui était extrêmement sévère. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il prenait quand même des décisions lourdes de conséquences, en caractériel rancunier. Exactement. Et pire, en les justifiant, si ce que tu dis est vrai, sur le dos des acheteurs et des utilisateurs comme nous, parce que quand on a tous vu qu'il n'y avait pas Flash sur par exemple l'iPhone après une démo foireuse pendant une keynote, oui ça arrive, la réponse officielle d'Apple a été de dire mais Flash ça consomme beaucoup trop au niveau du microprocesseur, au niveau de la mémoire, ce n'est pas intégrable dans notre vision mobile, ce qui n'est pas faux, mais ça aurait pu être résolu bien avant. Et ça c'était à cause d'une vieille rancune et d'une vieille lune d'il y a 10 ans ou 15 ans d'avant. C'est quand même assez étonnant de se dire qu'il prenait des décisions aussi lourdes de conséquences sur des rancœurs personnelles. Ou alors c'est rassurant parce que c'est de l'humain, mais quand on est à la tête d'une entreprise, c'est un peu bizarre quand même. Le garçon était assez caractériel. Et puis évidemment, on est obligé d'aborder le volet de la maladie. On apprend beaucoup de choses sur le mal qui le rongeait depuis des années. On apprend surtout que ça confirme une rumeur qu'avait révélée Fortune il y a quelques années, qui avait affirmé à l'époque, il en a beaucoup voulu aux journalistes de Fortune à l'époque, il avait affirmé que pendant 9 mois après l'annonce de sa maladie, Steve Jobs avait refusé une intervention chirurgicale et préférait utiliser des traitements, dirons-nous, naturels et alternatifs. Et Steve Jobs a révélé que c'était vrai, ce qui semble assez hallucinant, Monsieur X ou Cédric, qu'il ait attendu si longtemps pour finalement se faire opérer. Et pour le citer, il a dit « Je voulais pas qu'on ouvre le corps, Cédric. » Je voulais pas qu'on viole mon corps comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est là que c'est vraiment délirant, parce qu'évidemment, la première fois qu'on dit Steve Jobs a un cancer du pancréas, tu dis bon, il est mort, quoi. Et en fait, non, parce que justement, comme il l'avait dit, et c'était vrai, mais on avait toujours eu des doutes, enfin, c'était compliqué, il avait en fait une tumeur endocrine qui se prend a priori 5% des cas, et qui, elle, est éminemment traitable. Hein. C'est comme les cancers de la peau, il y en a plein de types. Et donc en fait, rétrospectivement, c'est horrible à dire, mais Steve Jobs n'avait pas besoin de mourir, quoi. Moi, ça me rappelle, si je ne me trompe pas, un précédent qui est aussi dans la campagne Think Different. Gandhi avait refusé que l'on fasse une piqûre à sa femme parce que c'était une violence à son corps et qu'il en est morte, la pauvre. Mais lui, quand il a été atteint plus tard, il a accepté les piqûres. Mais là aussi, c'est un défaut d'orgueil, quoi. C'est qui est quand même on va dire le défaut capital de Jobs, c'est l'orgueil. Et c'est pas écouter les gens qui sont autour de toi et qui te disent ce qui est bon pour toi, quoi, et qui sont eux les experts, et décider que tu vas faire les choses autrement. Alors c'est bien le autrement, mais il y a des fois quand même, non, faut prendre la piqûre. Ouais, le livre dans la première partie souligne un truc que moi j'avais pas conscience.
c'est que Steve Jobs pensait être spécial. Ouais. On revient à la notion de champ de distorsion de la réalité tout à l'heure. Voilà, qu'il a été se convaincre qu'il pouvait vaincre la maladie. Et comme il a été choisi si tu l'ignores, il pensait vraiment être spécial et que si tu ignorais cette maladie, alors elle disparaîtrait d'elle-même. C'est énorme. Ben là, ça tombe bien parce que j'avais noté un passage du bouquin, et là je cite sa veuve, et là donc je cite sa veuve, il dit donc par le passé, elle dit, par le passé sa pensée magique, comme l'appelait donc sa femme, donc c'est ce genre de... Bref, l'idée qu'il pouvait plier le monde à sa volonté avait porté ses fruits, mais elle serait impuissante contre le cancer. Et donc sa femme finira enfin à le convaincre au bout de presque 1 an, 9 mois de se faire opérer. Et évidemment, entre-temps, la maladie avait progressé et on ne saura jamais, hein, et c'est terrible à dire, mais en tout cas, voilà, il a perdu une opportunité peut-être de vivre un peu plus longtemps, même s'il a résisté longtemps. Ah mais c'est pas, non, c'est pas vivre un peu plus longtemps. Les tumeurs endocrines, ça s'opère, on les retire et c'est fini. Il y a que 2 types, hein. Voilà. Donc sauf quand elles dégénèrent, enfin voilà. Donc c'est immensément triste, quoi. Monsieur X était au sein d'Apple à cette période-là, donc il a communiqué en disant qu'effectivement qu'il n'avait pas eu, qu'il avait été opéré, qu'il était guéri. Non, c'était en 2004-2005 de mémoire, Monsieur X. 2005. En fait, on découvre dans le bouquin encore une fois qu'il a été absolument pas guéri. Non, mais enfin, au moment de personne ne pouvait le croire, hein, sans parler d'automédication. Tout le monde peut aller voir sur Internet aujourd'hui, pour des questions personnelles ou de sa famille, ce qu'est un cancer du pancréas, quels sont ses différents types, et sur Wikipédia on comprend, on va dire, la base de la pathologie, et on sait que même dans les cas qui sont traitables par la chirurgie, il y a une rémission qui en général ne dure pas plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans il reste 10% de chances qu'on ait survécu à ça. Donc comme beaucoup de gens, on savait qu'il était condamné, il communiquait différemment là-dessus. Il devait surveiller la maladie pendant 5 ans. Sauf que là, Monsieur X, au moment où il a été opéré, on lui a trouvé des métastases au foie. Oui, et puis il a dit je suis guéri maintenant. C'est vraiment des questions non personnelles. Au moment où il dit je suis guéri, qui fait le discours de Stanford, qui est devenu célèbre puisque c'est la première fois que publiquement il aborde le sujet de sa maladie, il dit je suis guéri, mais là il est en pleine période de chimiothérapie. Mais enfin, les gens qui sont du milieu médical ou qui avaient un peu analysé la chose savaient qu'il faisait un pieux mensonge, ou alors qu'il utilisait dans sa médication la méthode Coué, ou alors qu'il avait décidé de communiquer comme ça. Mais je crois que c'est pas très attaquable, et peut-être pas surprenant quand on apprend au fil de ces pages le caractère du bonhomme. C'était sa manière de gérer la maladie, et de la combattre, et de la vaincre pendant un bon bout de temps. Et ça, je crois que les Américains sont un petit peu moins tendres avec lui, parce qu'ils se disent il y avait mensonge aux investisseurs. Oui, c'est juste. Et pour eux, ça, c'est pénal. Oui, quand tu dis à tes responsables, j'ai un problème hormonal alors que tu as un cancer, quand tu veux, voilà, et que ça joue sur la valeur de l'action, tout ça. Donc, on a eu des présidents de la République qui n'étaient pas en bonne santé, et ils ont fait un mandat, puis un deuxième. Hein. Mais il y a une petite similitude dans la manière dont ils ont lutté contre tous les deux. Je prends François Mitterrand. Bien sûr. Je l'ai souvent écrit dans la criette. Et Steve Jobs, il y a vraiment une similitude dans la manière dont ils ont lutté, parce que c'est le terme, on s'aperçoit que la maladie, elle ne l'a jamais quitté du premier jour où il l'a appris jusqu'à son décès, quoi. Il a vécu avec, en permanence. Mais c'est un combat personnel, hein. Tu sais, quand tu as un truc comme ça, t'es tout seul. T'as beau avoir toute la fortune du monde, t'es seul, quoi, et tu redeviens un bonhomme comme un autre. Qu'est-ce que nous laisse Steve Jobs? Attends, t'es pas en train de conclure, là? Quasiment. Mais tu rigoles ou quoi? Mais on vient de faire 2 émissions sans la seule vraie info importante du bouquin. Steve qui... Non mais c'est pas la peine, oublie ton intro, c'est fini Olivier, non, c'est bon, tu viens de te disqualifier. Non. Steve Jobs dans l'avenir. Steve Jobs nous parle de la tombe, ça y est, enfin, j'attends ça fait 2h42 que j'attends ce moment. Steve Jobs nous parle de la tombe et valide enfin, pour la première fois de l'histoire d'Apple, on apprend qu'un truc va sortir avant qu'il sorte. C'est quoi? C'est, je vous le fais quand même, la télé d'Apple. Ah yeah. Eh ben oui. si, c'est dans le livre. Exactement. I cracked it. Ça y est. La citation de Steve Jobs, c'est ça y est. J'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc qu'il fallait changer pour changer la télévision. Et il y aura une télé d'Apple. D'autant qu'il y a eu des papiers maintenant qui sont sortis, qui nomment même les responsables du projet. J'ai plus son nom en tête, mais c'était le responsable d'iTunes avant. Est-ce qu'on va savoir à quoi ont servi les 4 milliards?
Alors attends, je te lis la citation. J'aimerais créer un service de télévision intégré au fonctionnement aisé. Voilà ce que nous réserve le testament de Jobs. Voilà ce qu'il nous réserve pour l'avenir. C'est traduit avec les pieds en fait. C'est un téléviseur. Voilà. Ouais. Il synchroniserait avec tous vos appareils et avec iCloud, c'est précis. Les utilisateurs ne se battraient plus avec des télécommandes compliquées pour lire leur lecteur DVD et obtenir des chaînes du câble. Il aurait l'interface la plus simple imaginable. Je résoudrais enfin ce problème. Mais en juillet 2011, bien sûr, son concert, c'est... Voilà, c'est simple, vous allez retrouver On refait le Mac où on avait parlé de la télé d'Apple et tout ça était déjà dit dedans. Et moi je dis, quand Steve Jobs valide de la tombe les trucs que je crois et dont je parle avec une persistance presque maladive, presque compulsive depuis 2 ans et demi, ça fait quand même plaisir. C'est vrai. Et nous sommes témoins ici. Non mais en plus c'est fou parce que qu'est-ce qu'il va laisser ? Il va laisser l'iPhone 5, on en a déjà parlé, et il va laisser ça. Et donc la télé d'Apple, qui est le truc qui va leur ouvrir un marché qui fait plus de 100 milliards de dollars, ce sera la lasting legacy. Ce sera le dernier truc que Steve lui-même aura supervisé. Le dernier étage de la fusée. Ouais. C'est le dernier étage de la fusée, etc. Voilà, mise sur orbite. C'est énorme. J'aurais dû jouer au loto ce jour-là. Enfin, messieurs, une chose est sûre, on a pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, qu'on a appris des choses qu'on ne devinait ou qu'on ne savait pas de Steve Jobs. Je vous incite vraiment à lire cet ouvrage. Et en guise de conclusion, voilà ce que disait Steve Jobs quasiment sur son lit de mort avant de partir lors des dernières rencontres avec Walter Isaacson. Je sais qu'il y a un tas de choses dans votre livre que je ne vais pas aimer. Tant mieux, comme ça on ne dira pas que c'est un livre complaisant. Je ne le lirai pas tout de suite parce que je ne veux pas me mettre en colère. Je cite toujours Steve Jobs. Peut-être que je le lirai dans 1 an. Si je suis encore dans le coin, vraiment, lisez-le. Vous allez apprendre plein de choses. Si vous êtes passionné par les nouvelles technologies, par Apple et par le personnage, ça passerait un excellent moment, quand même, près de 700 pages. Rodrigo, un petit mot avant les questions Twitter. Jean Valjean, sur son lit de mort, quand il s'appelait Monsieur Madeleine, dans son dernier souffle, a donné son dernier conseil. Et c'est ce qu'a fait Steve à Tim Cook. Il lui a dit, je ne veux pas que vous vous demandiez, mais qu'aurait fait Steve à ma place ? Faites ce qui est juste. C'était la meilleure manière de... de lui mettre la pression. Pendant 5 ans. C'est exactement comme si je te disais, attention à cet instant précis, ne pense pas à un marteau rouge. Voilà. Ceci n'est pas une vache. Bien. Comme quoi on arrive à rire même des choses les plus parfois les plus tristes, messieurs. Bien, messieurs, on passe aux questions Twitter de la semaine. Alors, question Twitter ce soir, et Rodrigo se prend pour un Steve Jobs parce qu'il s'est mis pieds nus. Elle est pour Cédric Ingrand, elle est de Fox City 78. Cédric, s'apprête-t-il à revendre sa télé ? Quel service attend-on pour ce produit qui semble destiné à arriver, et surtout quand, Cédric ? Ah bon, attends, alors quand on a... il faut se mouiller. Hein. Allez, 2012. Bah ouais, 2012, janvier. Parce que non, janvier c'est un peu tôt, mais c'est compliqué. Alors 2012, c'est une date charnière parce que 2012 c'est les JO, les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai, ça pourrait être janvier parce que c'est le seul moment où ça mettrait pas le bordel dans le reste des sorties. Ça leur permettrait quand même de sortir l'iPad 3 et l'iPhone 5. En mars. Mais ça me paraît un peu tôt parce que la vitesse d'itération, pourquoi pas, janvier. Mais alors la vraie question c'est pas, c'est un peu réglé déjà dans le bouquin. Hein. C'est ce que je disais moi avant, c'est que le seul truc qu'on peut encore vraiment changer dans la télévision, c'est la télécommande, c'est l'interface. Moi j'ai eu des questions sur Twitter où on me dit mais tu penses qu'il y aura Siri dans la télé ? Ouais, on en parlait la semaine dernière. Pourquoi pas, mais j'ai un tout petit peu de mal avec l'idée de Siri dans la télé. Mais parce que si t'es à 5 autour de l'écran et que tu veux regarder 5 choses différentes, c'est la guerre. Mais la vraie question c'est celle des services, parce que l'innovation elle va se faire par là. Donc évidemment, regardez ce que c'est qu'une Apple TV connectée à une jolie télé aujourd'hui, et ça pourrait être la même chose, mais il faut que ce soit plus que ça. Et donc plus que ça veut dire ça suffit pas. Et l'idée depuis le début de Steve Jobs, et il l'avait dit dans les interviews, etc., c'était qu'il fallait passer au-dessus de la cable box, du boîtier câble ADSL machin satellite, pour proposer des contenus en direct avec iCloud.
Discord et tout le reste. Donc, et là, c'est à la fois une opportunité merveilleuse parce que ça va permettre de faire des trucs qui vont peut-être faire, je sais pas, des espèces de passes d'abonnement à la Netflix pour avoir accès à tout le contenu vidéo d'iTunes sur ta télé Apple. Super, intégré, très Apple comme truc. Le problème, c'est que c'est pas déclinable partout dans le monde. Quand tu regardes la pauvreté absolue de ce qu'on te propose sur Apple TV en France, tu te dis, si on me vend une télé juste pour que j'ai accès à ce qu'il y a à Apple TV, ah non, ça va pas être possible. Donc encore une fois, ça joue aussi sur un des défauts d'Apple, qui est ce côté totalement US-centric, comme on dit, mais américano-centrique, mais qui est en train de changer, parce que par exemple, leur chiffre d'affaires en Chine explose, etc. Ah bon, c'est en train de changer. T'as assisté à la même présentation que moi de l'iPhone 4S. Oui, mais même les présentations d'analystes où on voit que même juste la répartition de leur chiffre d'affaires a changé. Avant, c'était 50% les États-Unis, 50% le reste du monde. Bah, c'est en train de se rééquilibrer ou de se déséquilibrer, question de point de vue, au bénéfice du reste du monde. Mais ce serait triste, de fait, qu'on nous sorte une Apple TV magnifique en nous disant, vous allez voir, les services sont géniaux, mais d'abord aux États-Unis. Mais c'est fort probable, Cédric. C'est à craindre, mais donc j'ai plus envie que l'innovation, elle se fasse sur l'appareil, sur le device, sur le hardware et sur la plateforme, c'est-à-dire je sais pas, l'App Store, le machin, etc., le développement d'applications, voilà, plutôt que sur les contenus, parce que question contenu, on est pas mal servi jusque-là déjà, merci bien. Il y a 2 grandes raisons pour utiliser sa télé aujourd'hui. Un, c'est voir des contenus, et l'autre je vais dire une horreur, mais non. Vas-y, dis-moi ton horreur. Mais non, mais c'est... Non, occuper les enfants, c'est horrible de dire ça. Oh, il a l'esprit tordu, monsieur. Mais non, jouer. Jouer. Ah, jouer. Ah, les consoles de jeux, bien sûr. Et donc, on a déjà décliné l'iPod Touch en console de jeux mobile. On peut imaginer, évidemment, un écran ultra plat, comme il y en a très très bon en ce moment, avec webcam, avec lecteur intégré, avec une petite fente sur le côté, avec peut-être du calcul à l'intérieur pour pouvoir jouer. Et le jeu viendrait du cloud. Ah, moi je veux voir les manettes, parce que les manettes de jeu c'est un truc très compliqué. Et c'est la seule inconnue. Ouais, mais non. Et ben voilà, c'est là le truc où je suis pas d'accord. Voilà, quand on dit ils vont innover sur la télécommande, tout le monde te dit bah ouais c'est simple, ce sera un iPhone ou un iPad. Bah oui, mais non, parce qu'on va pas te forcer à acheter un autre appareil pour acheter un téléviseur. Mais donc, ils ont déjà l'iPhone, Cédric, où est le problème? Attends, tu rigoles? Comment ça, ils ont déjà? Mais non, tu peux pas limiter. Mais non, tu peux pas limiter le marché potentiel. T'en mettras jamais une chez Carrefour. Elle vaudra 3000 chez eux ou 4000. Mais ils les vendront dans les Apple Store. Oui, mais ça suffit pas. Mais oui, mais aux États-Unis, oui. Oui, si tu veux. Mais voilà, il va falloir trouver autre chose, ou alors on va te les livrer avec des trucs qui seront des espèces d'iPod. Voilà. La Kinect, il n'y a pas de manette. Kinect, le fameux truc qu'Apple avait failli avoir. Et qui s'est très bien vendu. Bref, messieurs, on aura la réponse dans quelques mois. Je relèverai les copies. J'ai relevé les copies. Ça y est, on aura la réponse dans quelques mois, j'espère. Steve, faites pas ce qu'il a dit. Réfléchissez comme Steve. C'est quoi les usages d'une télé? Oui, voir tous ces contenus-là. Oui, retrouver de manière automatique sur le cloud les photos que l'on prend partout, reprendre ses vidéos. Oui, avoir ces flux de données avec tout l'écosystème, genre réseau mobile, radio, Spotify, tout ça. Oui, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi? On joue aussi avec sa télé. Et on va s'en servir comme centre de communication pour la famille. Entre l'idée et la réalisation, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de travail. Donc la seule chose sur laquelle éventuellement je serais un peu polémique, c'est sur la date supposée de sortie. Moi je crois qu'il va leur falloir encore beaucoup de temps. Et pour l'instant, dans tout ce qu'on a dit, que je trouve vachement intéressant, et j'ai presque envie d'en acheter une télé Apple. Attends, on n'a pas parlé du prix encore. Économise. J'attends ce que soulignait Cédric et qui est à mon avis clé pour que Apple y aille, c'est quelle est la valeur ajoutée de ce produit au-delà de j'ai une très très bonne télé Sony Philips et puis j'ai l'Apple TV dessus et j'ai une pomme dessus. Parce que même s'ils sont vendus que chez Apple, dans les Apple Store, dans un premier temps, même s'il faut que toute la famille soit équipée d'iPhone, ça n'empêchera pas Apple de le lancer, ça. S'ils ne peuvent pas le lancer avec Carrefour, ça n'empêchera pas Apple de le lancer. Par contre, une chose est sûre, le produit vaudra 2, 3, 4 000 euros. Donc ça sera un produit très haut de gamme et de luxe. Ah, quand même. Bah oui. Rappelez-vous, c'est le fondement de base d'Apple, produit bien fini, mais produit haut de gamme, parce que ça permet de ne pas faire de compromis dans le design. Et pour ce prix-là, il va falloir bien fini, mais le prix n'est pas rectifié. Mettre une valeur ajoutée supplémentaire qu'aujourd'hui je n'arrive pas il faut regarder les prix type Bang & Olufsen sur les écrans très plats chez eux. Donc voilà, peut-être la vidéo. Ils vont pas très bien BO en ce moment. Peut-être cette vidéoconférence dont parle Rodrigo, qui est enfin vraiment une expérience d'immersion totale avec sa télé quand il s'agit de communiquer.
Et on peut imaginer qu'effectivement, FaceTime sur la télé, j'ai l'impression que mes parents sont avec moi pour dîner ce soir. Ouais, voilà, et ça peut être des choses comme ça. Et tu as ta caméra dans la rue, tu fais ton FaceTime depuis ton téléphone, enfin ton Mac, etc. Bien sûr, c'est un écosystème. Oui, ça c'est facile. Mais on peut se promettre qu'Apple le fera mieux et de manière tellement plus simple. Maintenant, cette valeur ajoutée, je la sens pas, je la vois pas encore, mais bon, je suis limité. Et j'attends de la voir pour préparer les 4 000 €, parce que une chose est sûre, ça sera c'est chauffé la carte bleue, monsieur X. Bien, en tout cas, on a hâte de voir ça. Et j'espère qu'on a la réponse rapidement, mais j'ai peur qu'il y ait encore un peu de travail. Messieurs, nous passons à vos coups de cœur. Alors, cette semaine, vos coups de cœur, messieurs, on commence par Rodrigo. J'ai envie de vous emmener dans un endroit très loin d'ici. Oh là là. Je sens que ça va être long. Encore... non, sois bref, Rodrigo. Je t'en prie, sois bref. Très loin. Alors, ça s'appelle comment ? Il est 1h du matin. Qui va entrer en symbiose absolue avec les croyances très zen bouddhistes donc, de Steve. Pardon. Ça c'était la semaine dernière, si vous avez suivi l'épisode précédent. Je vais vous ressortir un produit qui est sorti l'an dernier, moi que j'ai découvert récemment, et je le trouve parfait. Je vais vous le faire écouter, vous allez reconnaître ? Ah là là. C'est sur mon iPad. Voilà, bah ça, déjà je vous vois plus. Voilà. Voilà, ça fait. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ? C'est les planètes ? Osmos. Osmos. Bah ouais, mais c'est pas positivement nouveau. Ah non, c'est bien ce que j'ai dit. C'est un truc qui est sorti en 2010. Et c'est un petit jeu dans lequel vous balancez des petites masses et vous bouffez les autres. C'est très zen, c'est très reposant. Ça coûte quand même un petit peu cher. C'est 4,99$. Donc $5 sur l'Apple Store. Mais c'est très joli et ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure du jeu que vous avancez. C'est chouette. Merci Rodrigo. Cédric, c'est quoi ton coup de cœur ce soir ? C'est quoi ? On a parlé de Siri énormément il y a 2 semaines. Il manquait qu'un truc, parce qu'évidemment... La révolution arabe ? Non, c'est facile, tu sors. Et hommage au père de Steve Jobs. Et l'analogie, c'était celle de HAL 9000, l'ordinateur intelligent qui te parle, de 2017 de l'espace. Et ben, il y en a qui ont fait le pont entre les deux. Voici l'Iris 9000, un petit appareil qui se connecte directement à ton iPhone, avec une espèce de petit dock, et puis avec la petite lumière rouge, pom pom. Qui vibre, j'ai envie de dire, au rythme de la voix de Siri. C'est mignon, c'est des crétins géniaux de ThinkGeek qui font ça. Vous voyez ça sur la vidéo. Ouais, non, voilà, c'est un accessoire génial parce qu'évidemment, en tant qu'avoir Siri, autant avoir la petite lumière de HAL 9000. Donc ça s'appelle l'Iris 9000, ça coûte une $60. Oui, c'est ça. Ça sortira au printemps prochain. Malheureusement, ils sont en train de tirer des souscriptions pour arriver à le développer. Mais par contre, je trouve que la lumière rouge est très bien faite. Donc si vous voulez un vrai HAL 9000, tout ce qui manque, c'est que vous aurez encore la voix de Siri, malheureusement. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Alors, moi d'abord, je voudrais dire que je suis content qu'on ait fini ces 2 émissions sur Steve Jobs. Ça c'est fait. Et ça va peut-être nous permettre de nous en libérer, nous-mêmes, les gens qui nous suivent, et peut-être même les gens d'Apple, et de continuer à avancer. Moi, j'ai vécu cette période comme un petit peu pesante et un petit peu too much. Voilà, donc pour sortir de ça, je vous propose un petit bouquin pour encore rebondir sur l'émission de la semaine dernière. Qui est un bouquin d'un vrai maître zen, ça vous donnera une autre opinion de cette belle matière. Donc un maître japonais qui a vécu en France qui s'appelle Tezen Deshimaru, je vous mettrai la couverture, et qui a écrit un petit bouquin très marrant qui s'appelle Les arts martiaux et le zen, où il fait un espèce de pont entre ces 2 disciplines et comment il l'a pratiqué au quotidien. Voilà une vision dépassionnée de ce que ça peut être. Et puis je finis par un grand classique comme Rodrigo, que je connaissais pas du tout, donc comme quoi on en apprend tous les jours, qui est une appli sur iPhone et qui s'appelle, je la francise, Fruit Ninja. Donc c'est tout con, hein. Vous coupez des fruits avec un sabre, ça fait chic-chlac, il y a du sang partout. On dirait un jeu PC, c'est pas du tout un jeu Mac. Mais c'est très très sympa. Les sprites sont pas beaux. Ouais, mais moi ça me détend, surtout en ce moment au boulot, ça me permet de fantasmer que je coupe plein de choses. Tu coupes des fruits, c'est intéressant. Voilà, donc je vous mets aussi l'icône de cette petite appli, il y a une version light gratuite, et puis dès que vous voulez couper beaucoup plus de pastèques en rafale, il y a la version payante à 79 centimes. C'est toujours un défouloir merveilleux, je l'ai depuis une semaine. Oh, j'en ai une dernière avant de te laisser ton dernier coup de cœur sur Steve. Ouais. Vous avez bien lu sa biographie ?
Vous savez qu'il n'avait qu'un seul livre. Je crois que ça parle, regarde. Attends, vous savez qu'il n'avait qu'un seul livre sur son iPad. C'est un livre de chevet. Ouais. C'était quoi? C'est pas noté. Alors, vous savez que depuis qu'il a 21 ans, il le lit chaque année. Autobiographie d'un yogi. Et vous savez quoi? Je l'ai trouvé sur Amazon.fr. Et vous savez quoi? C'est gratuit. Price 0. Donc vous pouvez downloader Autobiographie d'un yogi sur le Kindle. Bien, messieurs, quelque chose. Moi, j'aime bien plutôt les produits. Voilà, c'est plus terre à terre que. Qu'est-ce que c'est ça, selon vous? Qu'est-ce que c'est ce petit? Moi, je sais. Ouais, je te l'ai dit avant l'émission. Mais non, mais je l'avais vu il y a bien longtemps. Je crois que ça pourrait être pour Cédric le soir. Non. Ah non. Tout de suite, non. Ça pourrait être à terme très utile à Cédric. Des macarons un peu tôt. Arrêtez. C'est encore un peu tôt pour en parler. Alors. Les enfoirés. Merci, tu me le retires de la bouche. C'est qu'à le dire, retirer de la bouche. Je me désolidarise de ce podcast. Et il est 1h du matin, c'est pour ça qu'on rigole bêtement. On est fatigué. Et en plus, regardez, il y a même une caméra, donc on pourra suivre les débats de Cédric Ingrand. Non, mais tu peux commencer par le commencement en disant ce que c'est, d'où ça vient, c'est pourquoi faire, tout ça. Et pourquoi c'est donc un babyphone? Un babyphone Wi-Fi. Eh oui, qui se connecte sur son iPhone et via l'application, vous pouvez regarder bébé, lui parler, si vous êtes un peu loin de la chambre, et l'entendre, et évidemment, vous l'entendez sur votre iPhone et vous pouvez le voir, bien sûr, en direct à la maison, via un petit réseau Wi-Fi. Alors, je suis pas sûr que le Wi-Fi ce soit très bon pour le petit bébé. Mais bon, il faut voir. Bah ouais. Mais si, il faut qu'il s'habitue. Il faut qu'il s'habitue. À utiliser avec un bébé ou 2 filles, au choix. Oui, par exemple. Voilà. Et, alors, et puis, vous pouvez même, ce qui est horrible... On dirait un iPod première génération tellement c'est gros. Ouais, ce que vous pouvez même, c'est déclencher à distance la musique de la berceuse pour que vous évitez de monter, comme c'est arrivé pendant des années. Pour aller endormir la pitchoune que j'embrasse. Voilà. Et c'est encore une fois une boîte française qui a imaginé ça, comme quoi il y a des gens qui innovent en France. Hein, et ça s'appelle WeThings que tu connais. Mais oui, mais bien sûr, parce que moi j'ai tout le reste. J'ai la balance. Moins 20 kilos. Je ne te fais pas dire, il te manque plus que le babyphone. Moins 20 kilos, c'est bon. Et je dois dire que la balance remarquable. 1 an d'utilisation religieuse et au bout d'1 an, ça y est, je suis forcé de changer les piles. Et ils ont aussi fait un tensiomètre, mais ça, quand tu perds 20 kilos, t'as 0 problème de tension. Hein. Bien, un grand merci, messieurs, à vous d'abord qui est en face de moi ce soir, qui avez patienté tard dans la nuit pour faire ce podcast, malgré la fatigue, le travail. Non, on avait dit qu'on faisait il était 22h, je me souviens, c'était il y a longtemps, on avait dit on fait 2 fois 25 minutes et c'est plié. Ouais, c'est l'horreur. Donc merci à vous, hein, j'apprécie beaucoup, vous le savez, chaque semaine. D'être avec vous. Je rappelle, il y a des gens qui croient qu'on est payé. Hein. Non, c'est du total bénévolat ce podcast, exactement. Malheureusement. Mais j'espère qu'un jour on pourra résoudre ce problème. Mais en attendant, je vous paye en resto, c'est pas plus mal. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran sur LCI, publicité. Monsieur X, vous le retrouvez dans Refait le Mac. Voilà. De même que, Twitter. Sur Twitter, Tromestorix. De même que Rodrigo Sepulveda-Schulz. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, enfin j'espère, parce qu'on commence un petit peu à fatiguer. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir.